1990, Conforama était le premier vendeur de meubles en France. Pas Ikea, pas Habitat, Conforama. 334 magasins répartis dans 9 pays européens. Des millions de familles françaises qui choisissaient leur premier canapé ici, leur première table de salle à manger ici, le lit de leurs enfants ici. Le nom venait de deux mots, confort et aménagement. Et pendant des décennies, c'est exactement ce que Conforama avait apporté. Le confort à la portée de tous. Puis un matin de décembre 2017, à des milliers de kilomètres de Paris, un homme a démissionné en Afrique du Sud. Et Conforama n'a plus jamais été la même chose. Ce n'est pas Ikea qui a tué Conforama. Ce n'est pas Amazon. Ce n'est pas Internet. C'est une fraude comptable de 6,5 milliards d'euros orchestrée à Johannesburg, qui a vidé de son sang l'enseigne préférée des foyers français, pendant que ses 9000 salariés continuaient à vendre des sofas sans rien savoir. Comment une telle chose est-elle possible? Voici l'histoire de ce qu'on a perdu et de comment c'est arrivé. Tout commence dans les dépendances d'une vieille ferme à la lisière de Lyon, au tout début des années 1960. Quatre hommes se retrouvent autour d'une même idée. Pierre et Guy Sordoyer, Jean Moll et Jacques Ragageau ne sont pas des industriels. Ce ne sont pas des financiers. Ce sont des commerçants qui connaissent voir le meuble, ses fabricants, ses marges, ses circuits de distribution, et qui voient là quelque chose que personne d'autre ne semble voir encore. En France, à cette époque, acheter des meubles est une affaire compliquée et coûteuse. On entre dans la boutique d'un artisan ou d'un revendeur, on attend des semaines que la commande soit livrée, on paie un prix gonflé par une dizaine d'intermédiaires. Le meuble neuf est un luxe. Les familles ouvrières s'en passent, récupèrent des pièces d'occasion ou attendent des années avant de pouvoir s'équiper correctement. Les quatre associés ont une conviction simple, presque radicale pour l'époque. Si on supprime les intermédiaires, si on achète en volume directement auprès des fabricants, si on vend en libre service dans un grand bâtiment où le client prend lui-même sa commande et la charge dans sa voiture, alors le meuble neuf peut être accessible à tous, pas seulement aux classes moyennes, à tous. Ils appellent leur concept le carrefour du meuble. Ils le testent d'abord dans des dépendances agricoles aux portes de Lyon. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas sophistiqué, c'est une grange reconvertie, des caisses empilées, des produits démontés dans des emballages plats. Mais ça marche. Les clients viennent. Ils repartent avec leurs meubles sous le bras, le même jour. Pas dans 2 semaines, le jour même. Le 12 décembre 1961, le premier magasin Conforama ouvre officiellement ses portes à Saint-Price, dans la banlieue industrielle de Lyon. Le bâtiment fait 2500 mètres carrés. C'est un ancien entrepôt reconverti, avec des allées rectilignes, des produits exposés sans fioriture, des étiquettes de prix bien visibles. Pas de vendeurs en costume qui vous suivront dans les rayons. Pas de salon d'exposition feutré avec de la moquette et de la musique douce, juste des meubles, des prix et la liberté de choisir sans pression. Le nom Conforama vient de la contraction de deux mots, confort et aménagement. Et le slogan de la première heure dit tout, le confort à la portée de tous. Ce matin-là, les premiers clients à franchir la porte sont des gens ordinaires, des ouvriers des usines de la périphérie lyonnaise, des jeunes couples qui viennent de s'installer dans un appartement HLM et qui n'ont encore presque rien chez eux, des mères de famille qui recomposent une chambre d'enfant avec le budget qu'il leur reste à la fin du mois. Ils déambulent entre les rangées, touchent les matières, lisent les étiquettes. Ils repartent avec des cartons qu'ils chargent eux-mêmes dans le coffre de leur voiture. Et cette image, un homme qui pousse un caddie chargé vers sa Renault 4, garé dans le parking en gravier, c'est l'image fondatrice de Conforama. Ce n'est pas le luxe, mais c'est le leur. En 1970, 3 ans à peine après l'ouverture, Conforama dispose déjà d'une centrale d'achat. 8 magasins fonctionnent en réseau. L'idée tient. Elle se propage. La France de la reconstruction, des grands ensembles et du pouvoir d'achat naissant a besoin exactement de ce que Conforama propose, du neuf, du pratique, du disponible immédiatement, à un prix honnête. Pierre et Guy Sordoyer, Jean Moll et Jacques Ragageau ne le savaient pas encore, mais ce qu'ils venaient de construire dans cette banlieue lyonnaise allait, en quelques décennies, entrer dans la vie de millions de familles françaises. Pas comme une marque de prestige,
comme quelque chose de plus fort, une habitude, une certitude, un endroit où l'on savait qu'on pouvait toujours trouver ce dont on avait besoin. Et quand on sait ce qui va suivre, cette certitude rend tout le reste encore plus douloureux. Il y a des endroits qui entrent dans la vie des gens, non pas comme une marque, mais comme un repère. Conforama, pour des millions de familles françaises, était de cela. Des années 1970 jusqu'à la fin des années 1990, l'enseigne ne vendait pas des meubles. Elle vendait des départs dans la vie. Le premier appartement qu'on meuble à 23 ans, la chambre du bébé qu'on prépare en novembre, la table de salle à manger qu'on choisit ensemble un samedi après-midi, parce que c'est autour d'elle que la famille va grandir. Ces moments-là, les Français les vivaient chez Conforama. Le rituel commençait souvent par le catalogue. Chaque année, l'enseigne envoyait ou distribuait en magasin un catalogue épais, dense, avec des pages glacées et des photos de pièces à vivre reconstituées. Ce n'était pas de la grande littérature. C'était mieux que ça. C'était une promesse. On le feuilletait à la table de la cuisine, un stylo à la main, on cornait les pages, on montrait à l'autre ce qu'on aimait. Pour des familles qui comptaient chaque franc à la fin du mois, ce catalogue était une fenêtre ouverte sur une maison qu'on pouvait vraiment avoir, pas un rêve de luxe inaccessible. Conforama avait compris quelque chose que peu d'enseignes avaient pas compris avant elle. Le désir de confort n'est pas réservé à ceux qui ont de l'argent. Il est universel. Et si on peut le satisfaire à un prix honnête, les gens viennent. Ils venaient, par centaines de milliers, chaque week-end, dans ces grands bâtiments rectangulaires, plantés en bordure de nationales, reconnaissables à leur façade rouge et blanche. On y entrait avec sa liste, on traversait des allées larges et bien éclairées, on touchait les matières des canapés, on ouvrait les tiroirs des commodes pour vérifier leur solidité. Pas de vendeur derrière soi à chaque pas, pas de pression, juste le libre choix. Et sur les étiquettes de prix, les chiffres disaient la vérité. Ici, c'était abordable. Le crédit participait de cette accessibilité. Dans les années 1980, Conforama proposait des facilités de paiement qui permettaient à une famille ouvrière d'acheter un vrai canapé neuf, un vrai lit pour les enfants, un vrai réfrigérateur, sans attendre d'avoir économisé pendant 2 ans. Quelques centaines de francs par mois. La dignité de posséder du neuf. Pour des générations entières qui avaient grandi dans des appartements meublés de récupération, c'était une chose concrète, mesurable, qui changeait le quotidien. Les employés de cette époque parlent encore de cette période avec une fierté intacte. Travailler chez Conforama dans les années 1980, c'était appartenir à quelque chose qui marchait, qui grandissait, qui avait du sens. Les magasins étaient bien tenus, les équipes étaient stables. On y passait des années, parfois des décennies. On connaissait les clients par leur prénom. On savait quand une famille revenait parce que le fils aîné partait en appartement, ou parce qu'une grand-mère avait enfin décidé de changer son vieux lit. Ce lien entre le personnel et la clientèle n'était pas un argument marketing. C'était une réalité quotidienne dans les centaines de magasins répartis sur tout le territoire français. La dimension nationale de Conforama était, à son apogée, une donnée presque géographique. On ne pouvait pas traverser la France sans croiser son nom. Dans les villes moyennes, le magasin Conforama était souvent l'un des commerces les plus importants de la zone commerciale périphérique. Il créait des emplois directs, générait du trafic pour les enseignes alentours, structurait le tissu commercial local d'une façon que les centres-villes ne pouvaient plus toujours faire. Le moment qui résume peut-être le mieux cette omniprésence culturelle est arrivé en 2017. Cette année-là, Conforama était devenu partenaire titre du championnat de France de football. 3 saisons consécutives, de 2017 à 2020, le championnat s'est officiellement appelé la Ligue 1 Conforama. Le logo de l'enseigne figurait sur les manches des maillots des 20 clubs de l'élite. Chaque samedi et dimanche soir, sur les écrans de toute la France, le nom Conforama s'affichait aux 4 coins du terrain. Ce n'était pas une coïncidence si l'enseigne avait avancé ce chiffre pour justifier le partenariat. 90% des Français habitaient à moins de 20 minutes d'un magasin Conforama. La marque était partout parce qu'elle avait toujours été partout. Mais cette présence maximale, dans les foyers, dans les zones commerciales, dans les stades de football, portait en elle une question que personne ne posait encore. Quand une enseigne est partout à la fois,
quand son nom couvre un championnat entier, quand on dépense 25 millions d'euros sur 3 ans pour graver son logo sur les maillots des footballeurs? Est-ce la marque d'une entreprise qui prospère ou celle d'une entreprise qui cherche à paraître plus solide qu'elle ne l'est? En 2017, personne dans les magasins Conforama ne se posait cette question. Les vendeurs arrivaient le matin, allumaient les néons, disposaient les catalogues à l'entrée. Les clients poussaient les portes automatiques, les caisses enregistraient dans les ventes. Tout semblait normal, et c'était précisément le problème. Conforama n'a pas grandi par accident. Il a grandi parce que des hommes ont pris des décisions, les unes après les autres, pour pousser l'enseigne au-delà de ses frontières naturelles. Et pendant des décennies, ces décisions ont toutes semblé justes. Tout commence dès les premières années. En 1970, 3 ans seulement après l'ouverture du premier magasin de Saint-Priest, l'enseigne dispose déjà d'une centrale d'achat et de 8 points de vente fonctionnant en réseau. La logique est simple et redoutablement efficace. Plus on achète en volume, plus on négocie bas avec les fabricants, plus on peut baisser les prix en magasin. La croissance se nourrit d'elle-même. En 1974, Conforama franchit pour la première fois les frontières françaises en ouvrant un magasin au Luxembourg. 2 ans plus tard, en 1976, c'est au tour de la Suisse. Le modèle voyage bien. Des familles européennes qui veulent la même chose que les familles françaises. Du mobilier de qualité correcte, disponible immédiatement, à un prix accessible. Cette même année 1976, un premier grand tournant arrive. La société financière Agache Willow acquiert Conforama. Ce rachat n'est pas anodin. Pour la première fois, l'enseigne née des mains de ses 4 fondateurs lyonnais passe sous le contrôle d'un groupe extérieur. La croissance s'accélère, mais le lien direct entre les fondateurs et les décisions du quotidien commence à se distendre. Agache Willow connaît de graves difficultés judiciaires en 1981, et pendant quelques années, l'avenir de Conforama reste incertain. La stabilité revient en 1991, quand François Pinault rachète l'enseigne pour l'intégrer à ce qui deviendra le groupe PPR. Pinault les Printemps Redoute. C'est la deuxième grande transformation. Sous PPR, Conforama devient une pièce maîtresse d'un empire commercial en pleine construction. L'enseigne est considérée, selon les mots qui circulent alors dans les couloirs du groupe, comme une vache à lait solide. Elle génère du cash. Elle tient ses positions sur un marché qu'elle a largement contribué à créer. Et PPR pousse l'expansion internationale à un rythme soutenu. En 1991, premier magasin au Portugal. En 1992, premier magasin en Espagne. En 2000, Conforama entre en Italie en rachetant la chaîne Emeseta. Le réseau s'étend sur 9 pays européens. Les magasins poussent en périphérie des villes, le long des nationales, dans ces zones commerciales qui redessinent le paysage français et européen tout au long des années 1990. Des bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés, des parkings immenses, des façades rouges et blanches visibles depuis l'autoroute. À son apogée, Conforama compte 334 magasins dans le monde, dont plus de 200 en France. 90% des Français résidant à moins de 25 minutes d'un point de vente. Pour les salariés, ces années d'expansion ont un goût particulier. Des centaines de postes se créent chaque année. Des responsables de rayon deviennent directeurs de magasins. Des caissières en début de carrière finissent comme par encadrer des équipes. L'ascension sociale à l'intérieur de l'entreprise est réelle, concrète, mesurable en bulletins de paie et en responsabilités élargies. Travailler dans la distribution de grandes surfaces, dans les années 1990, c'est travailler dans un secteur qui croit en lui-même. Mais la croissance a un prix que personne ne calcule encore. Chaque nouveau magasin représente des milliers de mètres carrés de surface à louer ou à acheter, à chauffer, à entretenir, à doter en personnel. Le modèle warehouse, des grandes surfaces en périphérie, avec des coûts d'offre fixes élevés et des marges serrées, fonctionne très bien quand les volumes sont au rendez-vous. Il devient vulnérable dès que la fréquentation baisse, même légèrement. Ce n'est pas une bombe à retardement visible. C'est une fragilité structurelle enfouie sous les chiffres du chiffre d'affaires en progression. Et puis il y a le choix de rester en dehors des centres-villes, de s'ancrer durablement dans des zones commerciales de périphérie. Ce choix est rationnel en 1985, en 1995, même en 2000. Les Français viennent en voiture. Les parkings sont gratuits. Les surfaces sont grandes. La logistique est simple.
Mais ce choix signifie aussi que Conforama ne construit pas de relation avec la ville, avec le tissu urbain, avec les quartiers. L'enseigne est commode. Elle n'est pas un lieu de vie. Pendant longtemps, cela n'a aucune importance. Dans les années 1990 et au début des années 2000, les familles font encore le trajet le week-end. Elles chargent moins les voitures. Elles reviennent avec des cartons. Le modèle fonctionne. Mais à Stockholm, un distributeur suédois est en train d'ouvrir ses premiers magasins en France. Et à Seattle, un homme est en train de réfléchir à la façon de vendre des livres par Internet, avant de vendre autre chose. Ces deux faits, en 1999 ou en 2001, paraissent totalement sans rapport avec les parkings pleins du Conforama de Bordeaux ou de Strasbourg. Ils ne le sont pas. En 2016, Conforama est au sommet. 334 magasins dans 7 pays, un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, leader européen de l'équipement de la maison. Numéro 2 en France derrière Ikea, mais numéro 1 dans la tête de millions de Français qui ont grandi avec son nom, son logo rouge, ses parkings du dimanche. C'est le genre de chiffres que les communiqués de presse aiment citer. Mais pour comprendre ce que Conforama représentait vraiment à cette époque, il faut oublier les chiffres un instant et penser aux gens. Une famille de la région de Lille, en 1995, qui installe la chambre de leur premier enfant. Un couple de retraités à Toulouse qui décide enfin de changer le canapé qu'ils ont depuis 20 ans. Un jeune homme de 22 ans à Marseille qui vient de signer son premier bail et qui n'a encore rien chez lui. Rien d'autre que des cartons et une liste dans la poche. Pour tous ces gens, Conforama n'était pas un choix parmi d'autres. C'était l'évidence. C'est cela que les chiffres ne disent pas. Une marque qui atteint ce niveau de présence dans la vie ordinaire des gens n'est plus seulement une enseigne commerciale. Elle devient un repère, un endroit dont on sait, avant même d'y entrer, ce qu'on va y trouver, à quel prix et avec quelle facilité on va pouvoir repartir. La transmission entre les générations se faisait d'elle-même, sans effort. Les parents qui avaient meublé leur premier appartement chez Conforama dans les années 1970 emmenaient leurs enfants 20 ans plus tard. Les enfants, devenus adultes, y retournaient seuls. Le cycle naturel de la vie, les déménagements, les naissances, les recompositions familiales, alimentaient le trafic en magasin de façon presque mécanique. Conforama était là à chaque étape. L'enseigne avait aussi su, au fil des décennies, élargir son offre au-delà du meuble. L'électroménager, la literie, la décoration, le multimédia. Ces catégories supplémentaires transformaient un Conforama en un guichet unique pour l'équipement du foyer. Une proposition de valeur que peu d'enseignes pouvaient répliquer au même niveau de prix. Pour une famille qui voulait, en une seule sortie du week-end, régler à la fois le problème du frigo en panne et celui du canapé trop vieux, Conforama était la réponse logique. C'est dans ce contexte de puissance maximale que Steinhoff International, le conglomérat sud-africain coté à Francfort, achète Conforama à PPR en mars 2011 pour 1,2 milliard d'euros. La transaction est présentée comme une évidence de part et d'autre. PPR veut se recentrer sur le luxe et le sport, Gucci, Puma, et se débarrasser de ses actifs de grande distribution. Steinhoff, lui, veut devenir un géant mondial de l'ameublement et voit dans Conforama la clé d'entrée en France, le plus grand marché d'Europe continentale pour l'équipement de la maison. Dans les magasins, la nouvelle passe presque inaperçue. Les enseignes restent rouges et blanches. Les catalogues continuent d'être imprimés. Les équipes restent en place. Pour le client qui pousse la porte un samedi matin, rien n'a changé. C'est un signe, déjà. Quand un actionnaire change sans que rien ne se voie, c'est parfois parce que rien n'est vraiment investi non plus. Mais en 2016, en 2017, la surface est encore impeccable. Conforama nomme même la Ligue 1 de football pour 3 saisons. La Ligue 1 Conforama a raison de 10 millions d'euros par saison. Le logo de l'enseigne s'affiche sur les manches des maillots des 20 clubs de l'élite chaque week-end devant des millions de téléspectateurs. Le directeur général d'alors, Antoine Brieux, justifie le partenariat avec une phrase qui résume tout. 90% des Français habitent à moins de 20 minutes d'un magasin Conforama. La marque est partout. Le football est partout. L'alliance est une évidence. Ce que personne ne dit à voix haute, c'est que dépenser 25 millions d'euros sur 3 ans pour son nom sur des maillots,
C'est aussi le signe d'une enseigne qui cherche à rester visible à tout prix, au sens propre du terme. Et pendant que le logo Conforama défile sur les écrans du Parc des Princes et du Vélodrome à Johannesburg, les équipes de direction de Steinhoff International sont en train de gérer un secret que personne encore ne connaît. Les comptes du groupe sont falsifiés depuis des années, mais on n'en est pas encore là. Les fissures n'apparaissent pas d'un seul coup. Elles commencent par un détail que personne ne remarque. Une ampoule grillée dans un rayon qui reste éteinte une semaine de trop. Un vendeur qui n'est pas remplacé quand il part. Un catalogue un peu moins épais que l'année précédente. Des choses si petites, prises séparément, qu'aucun client ne pense à s'en plaindre. Mais ensemble, sur plusieurs années, elles dessinent quelque chose. La première fissure visible est aussi la plus ancienne. Elle a un nom, IKEA. Le géant suédois n'est pas arrivé en France du jour au lendemain. Il s'y est installé progressivement, méthodiquement, avec une patience qui lui a permis de transformer les habitudes d'une génération entière sans que personne ne réalise vraiment l'ampleur du changement. En 2006, IKEA se fixe déjà comme objectif de dépasser Conforama et de devenir numéro 1 du meuble en France avant 2015. En 2014, il annonce 600 millions d'euros d'investissements supplémentaires pour ouvrir 7 nouveaux magasins dans l'Hexagone d'ici 2017. La comparaison entre les deux enseignes dit tout. En 2015, un magasin IKEA fait en moyenne 20 000 mètres carrés. Un magasin Conforama en fait 3 500. Ce n'est pas seulement une différence de taille, c'est une différence de nature. IKEA ne vend pas des meubles. IKEA vend une expérience. On entre dans un IKEA comme on entre dans un parcours conçu pour déclencher des désirs. Les chambres reconstituées, les cuisines habitées, le restaurant avec ses boulettes de viande suédoise à 4,80 €, les enfants déposés à la Småland pendant que les parents se promènent. C'est une journée, pas une course rapide. Une sortie en famille, pas une nécessité. Conforama, lui, n'a jamais fait ce pari-là. Ses allées sont droites, ses produits exposés sans mise en scène particulière, ses prix affichés clairement. C'est rationnel, c'est efficace. Mais à mesure que les années 2000 avancent, une partie des consommateurs ne cherche plus seulement l'efficacité, elle cherche le plaisir du moment. Et sur ce terrain, Conforama n'a pas de réponse. La deuxième fissure arrive par le numérique. Amazon commence à vendre en France dès la fin des années 1990, mais c'est dans les années 2010 que son impact sur l'ameublement et la décoration devient concret et massif. Les cadres, les tapis, les luminaires, les petits meubles de rangement, ces catégories qui constituaient une part non négligeable du panier moyen Conforama, se retrouvent sur Amazon à des prix identiques ou inférieurs, livrés à domicile en 24 heures, sans déplacement, sans parking, sans attente à la caisse. Pour un client pressé qui n'avait besoin que d'une étagère ou d'un miroir de salle de bain, le choix devenait de plus en plus évident. Ces deux pressions, IKEA par le haut, avec l'expérience et le design accessible, Amazon par le bas, avec la commodité et le prix, prennent Conforama en tenaille sur ses propres terrains de jeu. Mais il y a une troisième fissure. Celle-là, contrairement aux deux premières, ne vient pas de l'extérieur. Depuis le rachat par Steinhoff en 2011, Conforama France accumule des pertes d'exploitation. 77 millions d'euros en 2013. Des dizaines de millions les années suivantes. Près de 500 millions d'euros de pertes cumulées en France entre 2013 et 2019. C'est Conforama lui-même qui avancera ce chiffre pour justifier son plan de restructuration. Ces pertes ont une cause directe. Depuis que Steinhoff est propriétaire, les investissements nécessaires à la modernisation des magasins ne sont pas au rendez-vous. Les fonds générés par l'activité de Conforama remontent vers la maison mère sud-africaine plutôt que d'être réinjectés dans les pointes de vente. Les rayons ne sont pas rénovés. Les outils digitaux ne sont pas développés. Les équipes ne sont pas renforcées. Un directeur de magasin qui connaît cette période le formule simplement, des années plus tard. On nous demandait de faire mieux avec moins. Et pendant un temps, les équipes ont réussi à masquer le problème. Mais un magasin qui n'est pas entretenu finit par se voir. Les clients qui revenaient après quelques années d'absence remarquaient une différence difficile à nommer. Les enseignes restaient rouges. Le nom était le même. Mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Un néon qui clignote dans un rayon cuisine depuis 3 semaines. Un présentoir bancal qu'on n'a pas redressé. Des ruptures de stock plus fréquentes, moins vite comblées. Des vendeurs moins nombreux dans les allées,
visiblement plus pressés, moins disponibles. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas la catastrophe visible. C'était la lente érosion de ce qui avait rendu l'enseigne fiable pendant des décennies, le sentiment que les choses étaient tenues, que quelqu'un y faisait attention. Et pendant que cette érosion silencieuse se produisait dans les magasins, à Johannesburg, dans les bureaux du groupe Steinhoff, quelque chose de bien plus grave était en train de se jouer. Une question mérite d'être posée ici, lentement, avant d'y répondre. Si Conforama perdait de l'argent depuis 2013, pourquoi personne n'a-t-il tiré la sonnette d'alarme? Pourquoi les salariés, les syndicats, les analystes n'ont-ils pas vu venir ce qui allait suivre? La réponse est simple et accablante. Parce que les comptes du groupe qui possédait Conforama étaient faux. Pour comprendre ce qui s'est passé chez Conforama, il faut d'abord comprendre Steinhoff. Et pour comprendre Steinhoff, il faut comprendre Markus Jooste. Markus Jooste est le directeur général de Steinhoff International depuis 17 ans, quand le scandale éclate. C'est lui qui a transformé ce modeste fabricant de meubles basé à Johannesburg en un conglomérat mondial présent sur 5 continents. Sous sa direction, Steinhoff achète Conforama en France, Mattress Firm aux États-Unis, Poundland au Royaume-Uni, Pepco en Europe de l'Est. À son apogée en 2017, le groupe vaut plus de 20 milliards d'euros en bourse. Des fonds de pension institutionnels, des millions d'épargnants sud-africains, des investisseurs européens y placent leur confiance. Personne ne sait encore que les comptes de Steinhoff sont falsifiés depuis 2009. Pas des erreurs de comptabilité, pas des approximations. Une falsification délibérée, systématique, menée sur 8 années consécutives par un petit groupe de dirigeants. L'audit indépendant du cabinet PricewaterhouseCoopers, mandaté après la révélation du scandale, est formel. 6,5 milliards d'euros de revenus fictifs inscrits dans les comptes. Des transactions circulaires entre des entités liées pour faire apparaître des bénéfices qui n'existaient pas, des actifs surévalués, des dettes dissimulées. Une image financière entièrement construite sur du vide. Le 5 décembre 2017, Steinhoff publie un communiqué d'une sobriété glaçante. Des irrégularités comptables ont été détectées, un audit externe est lancé. Markus Jooste démissionne le même jour. Le lendemain matin, l'action Steinhoff s'effondre de 60% à l'ouverture des marchés. En une semaine, la capitalisation boursière perd 80% de sa valeur. Plus de 12 milliards d'euros de richesses fictives s'évaporent en quelques jours. Les fonds de pension sud-africains, qui détenaient des actions Steinhoff, des fonds qui gèrent l'épargne retraite de millions de travailleurs, voient leurs actifs fondre en temps réel. Markus Jooste, lui, retourne en Afrique du Sud. Il nie avoir eu connaissance des fraudes. Il mourra en mars 2024 d'une blessure par arme à feu, la veille de son arrestation prévue, après que les autorités sud-africaines lui eurent infligé l'amende la plus lourde de l'histoire financière du pays pour publication de faux bilans, 475 millions de rands. Mais revenons en France, en décembre 2017. Ce matin-là, dans les magasins Conforama de Lyon, de Bordeaux, de Lille, de Strasbourg, rien n'a changé en apparence. Les enseignes sont allumées, les portes automatiques s'ouvrent, les vendeurs sont à leur poste, les clients cherchent des canapés pour Noël. C'est ce que les syndicats appelleront plus tard le blackout total. Pendant des semaines, la direction de Conforama France ne dit rien, ou presque. Les 9000 salariés apprennent la chute de leurs actionnaires par les journaux, par les radios, par les écrans de leur téléphone pendant leur pause déjeuner. Le délégué syndical FO Jacques Mossé-Biagini résumera la situation avec précision. C'est un blackout total qui laisse les salariés dans un état épouvantable. Le PDG de Conforama France est aussi directeur général adjoint de Steinhoff. Lorsque les syndicats lui demandent des explications, il répond qu'il ne peut en donner davantage, car il ne prend pas part aux décisions de Steinhoff sur Conforama, pour des raisons de conflit d'intérêts. Cette réponse, juridiquement recevable, est humainement sidérante. L'homme à la tête de l'enseigne est dans l'impossibilité de défendre les intérêts de l'enseigne face à son propre actionnaire. Les salariés sont seuls avec leur angoisse. Ce qu'ils ne savent pas encore, ce que personne ne sait encore publiquement, c'est l'étendue du mécanisme qui a été appliqué à Conforama depuis 2011. L'enquête le révélera progressivement. Conforama était rentable.
L'enseigne générait du cash, des flux de trésorerie réels, concrets, issus des ventes quotidiennes dans ses 224 magasins français. Ce cash remontait vers Steinhoff. Il servait à financer les acquisitions du groupe, à alimenter les apparences comptables, à soutenir une croissance externe frénétique qui, en réalité, reposait sur des chiffres inventés. Pendant ce temps, Conforama elle-même était privée des investissements dont elle avait besoin. Les magasins ne sont pas rénovés, les outils numériques ne sont pas développés. La transformation digitale, indispensable pour répondre à Amazon et à l'évolution des habitudes d'achat, est reportée d'année en année. Les pertes s'accumulent, près de 500 millions d'euros entre 2013 et 2019, non pas parce que l'enseigne est fondamentalement défaillante, mais parce qu'elle est systématiquement vidée de sa substance. En juillet 2019, Steinhoff cède les filiales espagnoles et portugaises de Conforama pour environ 300 millions d'euros. Cette somme est destinée, selon les chiffres révélés par la presse, à rembourser partiellement la dette du groupe et à verser 87 millions d'euros d'intérêts aux créanciers. Le délégué syndical CGT, Abdelaziz Boucherie, prononce alors une phrase qui circulera dans toutes les salles de réunion syndicales de France. Les licenciements financeront les intérêts. Ce n'est pas une métaphore. C'est une description littérale de ce qui est en train de se passer. En novembre 2019, 70 salariés de Conforama déposent une plainte au parquet national financier contre Steinhoff. La plainte vise les infractions de présentation de faux bilans, d'abus de biens sociaux, d'abus de droits de vote et d'atteinte au bon fonctionnement des marchés. Ces hommes et ces femmes, des vendeurs, des magasiniers, des responsables de rayon, des gens dont la moyenne d'ancienneté dans l'entreprise dépasse 11 ans, se retrouvent à porter plainte contre le groupe qui les emploie pour une fraude à laquelle ils n'ont aucune part, dont ils ignoraient l'existence, et dont ils vont pourtant payer le prix le plus lourd. Et qui exactement était censé les protéger? Les conseils d'administration, les commissaires aux comptes, les régulateurs boursiers, les analystes financiers qui suivaient Steinhoff à Francfort et à Johannesburg. Deloitte, le cabinet d'audit qui certifiait les comptes du groupe depuis des années et qui refuse soudainement, en décembre 2017, de signer les résultats annuels, déclenchant malgré lui l'avalanche. Tous ces garde-fous ont existé. Aucun n'a fonctionné à temps. Pendant 8 ans, pendant que des familles françaises achetèrent des lits et des tables de salle à manger dans les magasins Conforama, pendant que des salariés construisaient leur carrière et leur retraite dans cette entreprise, une fraude de 6,5 milliards d'euros se déroulait sans être détectée. Et quand elle l'a finalement été, ce ne sont pas les dirigeants qui ont payé d'abord, ce sont les vendeurs, les magasiniers, les caissières, les directeurs de magasins qui avaient passé 15 ans à construire quelque chose. Ceux dont personne, ni à Johannesburg ni à Francfort, n'avait considéré l'existence en signant les transactions fictives. En 2020, Conforama France sera placé sous procédure de sauvegarde. La restructuration sera officiellement lancée. 42 magasins fermeront. 1900 postes seront supprimés. La chute commence. Le 2 juillet 2019, vers 10 heures du matin, les délégués syndicaux CGT et FO de Conforama sortent d'une réunion avec la direction. Ils ont une liste entre les mains. 32 noms de villes, 32 magasins, 1900 emplois supprimés. La liste circule dans l'heure. Antibes, Avallon, Calais, Chalon-sur-Saône, Chelles, Grenoble, Laon, Millau, Montauban, Orange, Paris-Étoile, Paris-Pont-Neuf, Vendenheim, Vitry-sur-Seine et 20 autres. Des villes moyennes, des banlieues, des zones commerciales en périphérie où le Conforama était souvent l'une des enseignes les plus importantes depuis 30 ans. Vendenheim près de Strasbourg, le plus grand Conforama d'Europe, ouvert seulement en 2014, fermé avant ses 10 ans. 1900 postes supprimés sur 9000. 21% des effectifs, d'un seul coup. Dans chaque magasin concerné, l'annonce arrive de la même façon. Le directeur convoque une réunion avant l'ouverture. Les équipes se rassemblent dans la salle de pause ou dans la réserve, debout entre les palettes et les cartons. Le directeur lit le communiqué. Certains le savaient, avaient entendu des rumeurs, lu des articles sur leur téléphone pendant des mois. D'autres découvrent ce matin-là que la boutique où ils ont travaillé pendant 12, 15, 20 ans va fermer dans les prochains mois.
Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de question qui vaille. La décision est prise à Logne, au siège social, par des gens qui répondent eux-mêmes à des créanciers basés à Francfort. Certains pleurent, d'autres restent silencieux. Quelques-uns vont allumer les néons, ouvrir les portes automatiques, accueillir les premiers clients, parce que c'est leur travail et qu'ils continueront à le faire jusqu'au dernier jour. C'est ça qui est peut-être le plus difficile à tenir dans les semaines qui suivent. Les magasins condamnés continuent de fonctionner normalement pendant des mois. Les clients entrent, choisissent des canapés, posent commande des questions sur les délais de livraison. Les vendeurs répondent. Ils font leur travail. Mais quelque chose a changé dans le regard des équipes. Quelque chose qui ressemble à ce que les travailleurs de ces secteurs appellent une mort annoncée. Savoir que l'endroit disparaîtra, ignorer exactement quand, et devoir sourire à chaque client qui passe la porte. Le 12 novembre 2019, un accord majoritaire est conclu entre la direction et les syndicats. Le plan de sauvegarde de l'emploi est signé. Il prévoit un maximum de 1414 licenciements dans les magasins qui ferment, 600 suppressions dans les magasins restants, 124 au siège social, 26 au service après-vente. Pour les salariés les plus âgés, ceux de 59 ans et plus, un congé de reclassement pouvant aller jusqu'à 24 mois. 2 ans pour retrouver quelque chose. À 59 ans, dans un secteur du commerce en pleine mutation. Les syndicats obtiennent quelques améliorations sur les indemnités. Pas assez, diront-ils. Jamais assez pour des gens dont l'ancienneté moyenne dépasse 11 ans, dont certains ont passé toute leur vie professionnelle dans cette enseigne. Puis arrive le mois de mars 2020. Le 17 mars, la France entre en confinement. Tous les magasins non essentiels ferment du jour au lendemain. Conforama, qui était déjà en train d'exécuter son plan de restructuration dans un état de fragilité extrême, se retrouve avec ses 200 magasins restant fermés, zéro chiffre d'affaires et des charges fixes qui continuent à courir. La trésorerie fond. En quelques semaines, le groupe est au bord de la cessation de paiement. Ce que les salariés vivent alors est une deuxième vague d'angoisse, différente de la première. En 2019, c'était l'annonce d'un plan social, brutal mais prévisible, avec un calendrier, des procédures, des droits. En mai et juin 2020, c'est l'incertitude totale. Personne ne sait si Conforama va survivre au confinement. Les syndicats alertent Bercy. L'intersyndicale publie un communiqué le 2 juin, sans prêt garanti par l'État ou sans offre ferme d'un repreneur dans les prochains jours. Conforama risque la liquidation pure et simple. 9 000 emplois directs, 20 000 emplois indirects chez les fournisseurs et fabricants. Le 9 juin 2020, Mobilux, la maison mère de But, le concurrent direct de Conforama, présente une offre de rachat. C'est une bouée de sauvetage jetée à la dernière seconde. Le 7 juillet, le protocole de conciliation est signé. Le 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny homologue l'accord. Conforama France change de main. Les 162 magasins qui n'étaient pas concernés par le plan social sont conservés. But et Conforama vont coexister sous le même groupe, 2 enseignes distinctes avec 2 clientèles qui se recoupent largement. Le 23 septembre 2020, les 9000 salariés de Conforama France reçoivent chacun une lettre les informant officiellement du changement de propriétaire. Pour beaucoup, c'est la 3e grande nouvelle en 3 ans. Le scandale Steinhoff en décembre 2017, le plan social en juillet 2019 et maintenant le rachat par l'enseigne concurrente. Dans les magasins qui avaient à fermer, Vandenheim, Vitry-sur-Seine, Grenoble, Paris-Pont-Neuf, les enseignes sont restées en place quelques semaines, parfois quelques mois après la fermeture effective. Le nom Conforama sur une façade vide, les néons éteints, les portes automatiques bloquées. Des clients qui passent devant et ne comprennent pas tout de suite, qui essaient de tirer la porte avant de lire l'écriteau collé sur la vitre. Ce n'est pas une fermeture spectaculaire. Il n'y a pas eu de grande cérémonie, pas de dernier jour emblématique annoncé à l'avance. Les magasins ont simplement cessé d'ouvrir, l'un après l'autre, selon le calendrier du plan de sauvegarde. Certains à Noël 2019, d'autres en janvier, en février, en mars 2020. La pandémie a rendu les dernières fermetures presque invisibles, noyées dans la fermeture générale de tout le commerce non alimentaire. Et c'est peut-être la chose la plus triste dans cette histoire. Conforama n'a pas eu droit à ses adieux.
Les clients qui y avaient acheté leur premier lit, leur première table, qui y avaient emmené leurs enfants un samedi après-midi dans les années 1990, la plupart n'ont pas eu le moment de se dire « c'est la dernière fois ». Les portes s'étaient simplement fermées dans une période où tout était fermé, et quand elles se sont rouvertes, c'était avec une enseigne différente, ou pas du tout. Il reste quelque chose à nommer avant de passer à la suite. La direction de Conforama a justifié le plan social par 500 millions d'euros de pertes cumulées depuis 2013. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a déclaré publiquement que la direction avait commis des erreurs de stratégie énormes, avec des investissements par exemple dans le foot, là où il aurait mieux fallu les faire, dans la modernisation des produits et des magasins. Ce constat est juste, mais il est incomplet, parce que ces pertes, comme on l'a vu, ne sont pas seulement le produit de mauvaises décisions commerciales, elles sont aussi le résultat direct d'une prédation organisée, d'un actionnaire qui a extrait de l'argent de l'enseigne pendant des années pour soutenir une architecture financière frauduleuse à l'autre bout du monde. 1980 personnes ont perdu leur emploi en France. Aucun des dirigeants de Steinhoff impliqués dans la fraude ne l'a perdu au sens où il l'entendait. Ce déséquilibre-là, cette asymétrie entre ceux qui décident et ceux qui perdent, c'est l'histoire réelle de la chute de Conforama. Conforama n'a pas disparu. C'est peut-être la chose la plus difficile à expliquer à ceux qui ont suivi l'histoire depuis le début. En septembre 2020, sous le contrôle de Mobilux, la maison mère de But, 162 magasins rouvrent, ou plutôt continuent d'exister, sous le même nom, avec les mêmes enseignes rouges et blanches. Aujourd'hui, en 2025, Conforama exploite 180 magasins en France. Un groupe commun, BAT Conforama Holding France, a été créé en 2024. Deux enseignes distinctes, un même propriétaire, des synergies d'achat et de logistique mutualisées. Le nom tient, la marque survit. Mais ce que ces chiffres ne disent pas, c'est la différence entre la survie et la continuité. Conforama en 1990 et Conforama en 2025 partagent un nom, un logo, quelques centaines de mètres carrés de magasins dans des zones commerciales. Ce qu'ils ne partagent plus, c'est une certaine idée de ce que cette enseigne représentait dans la vie des gens. Cette présence capillaire sur tout le territoire, cette évidence tranquille d'un endroit où l'on savait ce qu'on trouverait, à quel prix, sans surprise. Pour les 1900 salariés qui ont perdu leur emploi entre 2019 et 2020, la survie de la marque est une information neutre. Leur Conforama, celui du magasin de Calais, de Grenoble, de Paris-Pont-Neuf, n'existe plus. Ils ont reçu leurs lettres de licenciement. Ils ont négocié leurs indemnités, insuffisantes selon les syndicats, la seule issue possible selon la direction. Certains ont trouvé un autre emploi dans le commerce, d'autres, ceux dont l'ancienneté était longue, ceux dont l'âge rendait la reconversion difficile, ont mis beaucoup plus de temps ou n'ont pas retrouvé l'équivalent de ce qu'ils avaient perdu. Dans les villes où les magasins ont fermé, les murs des bâtiments vides ont attendu, parfois des mois, avant d'être repris. Certains ont accueilli d'autres enseignes, d'autres ont été démolis, d'autres encore sont restés vides, témoins silencieux d'une zone commerciale qui avait organisé sa vie autour d'une enseigne qui n'était plus là. À Johannesburg, l'histoire de Marcus Jost a connu son épilogue en mars 2024. La veille de son arrestation prévue, un mandat d'arrêt avait été émis, des charges de fraude, de racket et de manipulation de comptes avaient été formellement préparées. Il s'est tiré une balle dans la tête sur un sentier côtier à Hermanus, au bord de l'océan Indien. Il venait d'être condamné la veille à une amende de 475 millions de rands par l'autorité de régulation des marchés financiers sud-africains, la plus lourde de l'histoire financière du pays. Il avait 63 ans. Son ancien collaborateur Stephanus Grobler a comparu le lendemain devant le tribunal de Pretoria, seul, pour répondre de 3 chefs de fraude représentant 21 milliards de rands. Marcus Jost est mort sans avoir jamais été jugé, sans avoir jamais reconnu avoir su ce qui se passait, en maintenant jusqu'au bout qu'il n'avait connaissance d'aucune irrégularité quand il avait quitté Steinhoff en décembre 2017. Les murs de sa villa d'Hermanus, a-t-on appris, étaient couverts de tags griffonnés par des passants. Fraudeurs, escrocs, psychopathes. Il n'y avait pas de tags sur les murs des magasins Conforama fermés en France.
Juste des vitres opaques et des enseignes éteintes dans des zones commerciales de périphérie. La leçon de cet effondrement n'est pas celle qu'on croit. Ce n'est pas l'histoire d'une enseigne tuée par Internet ou par un concurrent suédois. IKEA a fait pression. Amazon a prélevé des parts de marché. Ces facteurs sont réels. Mais des enseignes font face à IKEA et à Amazon chaque jour et survivent. Ce qui a tué Conforama dans sa forme originale, c'est quelque chose de plus simple et de plus sombre. Un actionnaire a décidé que l'enseigne valait plus morte que vivante. Plus utile comme réservoir de cash que comme réseau de magasins, investis et modernisés. C'est la leçon que le commerce de détail européen a retenue de cette affaire, même si elle est rarement formulée aussi directement. Quand un fonds ou un groupe rachète une marque historique et cesse d'y investir tout en extrayant les bénéfices, le résultat final est prévisible. Pas immédiatement, pas spectaculairement, mais inévitablement. La mécanique est toujours la même. Les magasins se dégradent, les clients partent, les chiffres rouges s'accumulent, et quand la crise arrive, elle prend la forme d'un plan social présenté comme une nécessité économique, alors qu'il est d'abord la conséquence d'une décision financière prise bien des années avant. Et que reste-t-il quand une enseigne comme Conforama perd non pas sa vie mais son âme? Quand le nom subsiste, mais que tout ce qui lui donnait son sens a disparu? C'est la question qui mérite d'être posée. Pas seulement pour Conforama, pour tout ce que nous choisissons de confier à des actionnaires qui ne savent pas et ne veulent pas savoir, ce que ces endroits représentaient pour les gens qui y travaillaient et qui y achetaient leur premier lit. C'est un samedi matin de la fin des années 1980. Une famille charge la voiture devant chez elle. Le père vérifie les sangles sur le toit. La mère tient la liste dans la poche de son manteau. Les enfants sont à l'arrière, déjà impatients. On va chez Conforama. Ce n'est pas une sortie extraordinaire, c'est une sortie ordinaire. Et c'est justement pour ça qu'elle compte. Parce que l'ordinaire, quand il est de répéter assez longtemps, finit par constituer la trame d'une vie. La voiture s'engage sur la nationale. On reconnaît l'enseigne de loin, le rouge vif sur fond blanc, visible avant même d'apercevoir le parking. On entre. L'air sent le bois pressé, le plastique neuf, le tissu synthétique encore dans son emballage. Les allées sont larges. Les prix sont sur des étiquettes, en gros caractères, lisibles sans se baisser. Un vendeur passe, dit bonjour, continue son chemin. Personne ne vous suit. On est libre de regarder, de toucher, de décider à son rythme. La famille s'arrête devant un canapé. L'un des enfants s'y jette. Les parents échangent un regard. On note la référence. On vérifie le prix. On calcule combien de mensualités. On dit oui ou on dit pas encore, ou on dit on revient le mois prochain. Et dans chacune de ces décisions, il y a quelque chose qui ressemble à de la dignité. La dignité de choisir, de peser, de décider pour sa propre maison, à son propre rythme, sans qu'on vous presse ni qu'on vous juge. Ce canapé sera peut-être encore là 30 ans plus tard, usé aux accoudoirs, recouvert d'un plaid, toujours à sa place dans le salon, comme une évidence. Conforama n'était pas une grande enseigne au sens où on emploie ce mot pour les marques de luxe ou les objets de collection. Ce n'était pas un endroit dont on parlait avec fierté dans les dîners. Ce n'était pas un nom qu'on portait sur soi comme une distinction. C'était un endroit dont on parlait avec naturalité, comme on parle d'un médecin de famille ou d'une boulangerie de quartier. On y allait parce qu'on en avait besoin, parce qu'on savait ce qu'on y trouverait, parce que le rapport entre ce qu'on payait et ce qu'on recevait était honnête. Et cette honnêteté-là, cette absence de prétention, était une forme de respect envers les gens qui n'avaient pas les moyens de faire autrement. Il y a quelque chose que les analyses économiques ne savent pas mesurer. C'est ce que représente pour une famille ouvrière le fait de posséder des meubles neufs. Pas de l'occasion, pas des meubles récupérés chez quelqu'un qui s'en débarrasse, des meubles neufs, choisis, achetés dans un vrai magasin, livrés dans des boîtes avec les notices et les vis comptées. Ce sentiment-là, que sa maison est vraiment la sienne, que ce qu'elle contient n'est pas le reste de quelqu'un d'autre, n'est pas anodin. Il participe de quelque chose d'essentiel dans la façon dont on se perçoit et dont on perçoit sa place dans le monde. Conforama permettait ça. Pour des millions de familles françaises, pendant plus de 50 ans. Il permettait à une jeune infirmière de Clermont-Ferrand de meubler son premier appartement sans s'endetter pour 10 ans. Il permettait à un couple de retraités de Lille
de changer leur licence rogné sur les courses du mois. Il permettait à un père de chantier en Bretagne de préparer la chambre de son fils sans humiliation et sans délai. Ces gens-là n'ont pas eu droit à 1 minute de silence à la Bourse de Paris quand Conforama a été démantelé. Ils n'ont pas été consultés quand Steinhoff a décidé d'extraire les liquidités plutôt que d'investir dans les magasins. Ils n'ont pas compté dans le calcul qui a conduit, à Johannesburg, à falsifier des milliards d'euros de comptes pendant 8 ans. Ils comptaient uniquement comme clients, le temps qu'ils continuaient à venir. Ce que Conforama a perdu, ce que nous avons tous perdu avec lui, n'est pas remplaçable par un site internet de livraison en 48 heures. L'acte de sortir le samedi, de toucher les matières, de se projeter ensemble dans un espace qui n'est pas encore le sien, mais qui le sera bientôt. Cet acte-là avait une valeur que personne n'a cherché à préserver quand les décisions ont été prises dans les salles de conseil d'administration. Il reste, quelque part en France, des meubles Conforama dans des maisons qui les ont oubliés. Une armoire dans une chambre d'adolescent à Toulouse. Une table de salle à manger dans un appartement de Rouen, autour de laquelle 3 générations ont mangé les repas de Noël. Un canapé dans une maison de retraite en Normandie, usé et confortable, que personne ne pense plus à remplacer. Ces meubles sont les derniers témoins d'une promesse tenue pendant 50 ans. La promesse que le confort n'était pas réservé à ceux qui en avaient pas les moyens. Que la beauté ordinaire d'un intérieur bien tenu était à la portée de tout le monde. Que quelqu'un, quelque part, avait pensé à la famille ouvrière qui chargeait sa voiture un samedi matin. Au fondateur de la vieille ferme lyonnaise de 1967, qui avait loin vu quelque chose que personne d'autre ne voyait encore. Aux caissières, aux vendeurs, aux magasiniers, aux directeurs de magasins qui avaient fait leur travail honnêtement jusqu'au dernier jour. Aux clients qui avaient fait confiance pendant des décennies à une enseigne qui méritait cette confiance. Conforama n'a pas eu droit à des adieux dignes. Il méritait mieux que ça. Cette histoire, au moins, lui en rend quelques-uns.